Nous sommes à la Havane, à Cuba, en fin 2016. Un diplomate américain en poste à l'ambassade termine son café. Il est prêt à démarrer une nouvelle journée rythmée de réunions, de rapports et d'échanges délicats avec les autorités cubaines. Rien ne laisse présager qu'aujourd'hui, tout va changer. Au moment de quitter son appartement, son regard se fige. Non pas à cause de quelque chose qu'il voit, mais à cause de quelque chose qu'il entend. Il y a un petit son discret qui vient du coin de la pièce. Un sifflement qui n'a rien d'un appareil ménager, rien d'un voisin ou rien d'un bruit normal qu'il a déjà entendu. Et puis, en quelques secondes, la perception change. C'est comme si quelque chose traverse l'air comme une vibration et qui vient se loger dans son crâne. Un son fort comme un crissement se fait entendre. Le bruit devient plus net et plus agressif. Le son est localisé et c'est comme si le diplomate pouvait le pointer du doigt. Et là, tout d'un coup, son corps réagit. Il y a une pression qui monte dans sa tête, pas une douleur vive, mais plus comme si on compressait sa tête. Ses oreilles bourdonnent. Et aussi soudainement que ça a commencé, le phénomène s'arrête. Le silence revient, mais son corps, lui, ne revient pas à la normale. Les minutes passent et les symptômes restent. Maux de tête, vertige, désorientation, mais aussi difficulté à se concentrer. Alors il essaye de reprendre sa journée et de se convaincre que tout ça va passer. Sauf que ça ne passe pas. Et ce qui était qu'un épisode étrange au début devient une spirale infernale. Il va connaître des consultations, des examens, des inquiétudes et des doutes. Parce que très vite, il découvre qu'il n'est pas le seul à avoir vécu ça. Au fil des semaines, d'autres membres de l'ambassade, d'abord américaine, puis canadienne, décrivent des scènes identiques. D'abord un son perçant, une sensation de vibration et enfin une pression. Puis le son disparaît et reste les troubles neurologiques et sensoriels. Et surtout un détail qui interpelle. Plusieurs victimes disent que le bruit était localisé. À ce moment-là, le simple fait de changer de pièce ou juste de se décaler faisait que la pression était moins forte. Les premières hypothèses sont logiques et presque rassurantes. On parle d'abord de maladie tropicale, puis de fuite de gaz et enfin d'une installation électrique défectueuse. Mais les examens médicaux n'offrent pas de réponse simple. Les diplomates, auparavant en bonne santé, ne deviennent plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont des troubles de l'équilibre, mais aussi des nausées et des acouphènes. Ils ressentent une fatigue intense et des difficultés cognitives, liées à la mémoire, à l'attention et à la concentration. Cuba nie toute implication, et les États-Unis, eux, prennent le sujet au sérieux. Ils vont alors réduire une partie de leur présence. Et c'est là que le dossier se transforme. Ce n'est plus un incident médical isolé. On parle alors de syndrome de la Havane, ou, plus officiellement, les incidents de santé anormaux. Et au fil des mois, l'ampleur du phénomène va devenir presque impossible à ignorer. Entre 2016 et 2017, au moins 40 diplomates et leurs familles sont touchés rien qu'à Cuba. Parmi toutes les hypothèses qu'on évoquera plus tard, il y en a une qui fascine et qui divise les experts. Celle d'une arme à énergie dirigée. Une arme à énergie dirigée, c'est une arme qui n'a ni balle ni explosion. En gros, c'est un dispositif qui vise une cible avec de l'énergie, que ce soit de la lumière, un faisceau laser ou alors des ondes. Et c'est là qu'entre un terme important. Les radiofréquences. Ce sont des ondes électromagnétiques, un peu comme le Wi-Fi qu'on connaît tous, les téléphones portables, la radio ou encore les radars. À quantité faible, elles transportent peu d'énergie, donc pas de problème. Le problème survient quand il y a une intensité élevée. Elles peuvent déposer assez d'énergie dans les tissus pour provoquer des effets biologiques. L'idée peut sembler venir d'un film de science-fiction, mais elle n'est pas totalement folle. En effet, des recherches sur ce genre de technologie existent depuis la guerre froide, et plusieurs pays ont déjà travaillé sur des armes d'énergie dirigées. Le rapport le plus cité sur le sujet, et sur lequel je me suis principalement basée pour écrire cette vidéo, a été publié en 2020 par les National Academies. C'est une institution scientifique américaine. Ils avancent que le mécanisme le plus plausible, surtout dans les cas où les symptômes ont commencé par des bruits soudains et directionnels, serait à cause d'une énergie radiofréquence pulsée et dirigée à haute fréquence. Pulsée, en gros, ça veut dire qui est envoyé par rafales très brèves, comme des petits à-coups d'énergie, pas en continu. Alors pourquoi cette idée colle à certains témoignages? Parce qu'il existe un phénomène connu depuis des années qu'on nomme l'effet Frey, F-R-E-Y. Il est aussi appelé l'effet micro-ondes auditif. Dans certaines conditions expérimentales, les personnes qui pourraient être exposées à des micro-ondes pulsées rapportent entendre des clics ou des bips.
L'explication proposée implique un micro-échauffement. C'est très rapide et par mini-ondes de pression dans nos tissus. Le cerveau va alors interpréter cet échauffement comme un son auditif. Autrement dit, ce n'est pas un vrai son. Il n'y a pas de son dans l'air. Par contre, le cerveau interprète qu'il y en a un. Et ceci peut provoquer chez l'être humain des effets étranges, comme une sensation de pression dans la tête, des sifflements ou des bruits aigus, et enfin des vertiges et des désorientations. Et ça correspond en tout point à ce qu'ont décrit les diplomates. Mais attention, parce que même si cette théorie semble la plus cohérente, même les scientifiques qui le considèrent comme le plus plausible disent bien qu'on n'a aucune preuve de ça. Ils soulignent aussi le manque de données. En effet, il n'y a pas d'arme, pas de coupable, et quand bien même le dispositif pour mettre en place ces ondes pulsées est techniquement contraignant. En clair, c'est une hypothèse qui est sérieuse, qui a été étudiée par les scientifiques, mais qui ne peut être prouvée. Après le retrait progressif des États-Unis sur le sol cubain, ils vont mener des enquêtes avec plusieurs agences, notamment le FBI, la CIA ou le CDC. Et là, c'est une autre histoire qui commence pour nos victimes, c'est la machine administrative. Un rapport de 2024 souligne que les patients des incidents de santé anormaux ont rencontré des difficultés de soins adaptés dans le système de santé militaire, comme des parcours complexes, des délais, des communications insuffisantes ou alors des coordinations imparfaites. Ce point est assez important parce que pour les victimes, il y a bien sûr les symptômes, mais il y a aussi les formulaires, les rendez-vous et les validations. Et surtout, il y a un désaccord. Est-ce que c'est une attaque étrangère ou pas? En mars 2023, une évaluation non classifiée de la communauté du renseignement conclut qu'il est très improbable qu'un adversaire étranger soit responsable, même si cela n'enlève en rien la réalité des témoignages et surtout la réalité de la souffrance. Entre-temps, les victimes, donc diplomates, agents de la sécurité et même les familles, se retrouvent prises entre deux feux. Leurs symptômes sont bien réels, mais le soutien, lui, reste inadapté. Quelques mois plus tard, ils vont subir des questionnaires, des examens médicaux physiques et des tests d'équilibre au laboratoire. Les équipes médicales ont sélectionné les tests en fonction des symptômes de chaque patient. Cela veut dire qu'ils n'ont pas eu un ensemble d'évaluations diagnostiques standardisées. Et ces tests ont été hyper importants parce qu'ils ont permis de donner la preuve d'une lésion de l'oreille interne ou du cerveau. Le problème, c'est qu'on est bien incapable de déterminer la cause. Pendant ce temps-là, une nuit, à Berlin, un diplomate rentre chez lui et il est fatigué. Il s'attend à souffler un petit peu de sa journée. En fermant la porte, il ressent une pression étrange, un bourdonnement aigu et une désorientation brutale. Ailleurs, à Guangzhou, un autre diplomate est en train de dîner. Un sifflement le cloue sur place. Vient tout de suite après la nausée et le déséquilibre. Il est signalé dans plusieurs pays comme la Chine, l'Allemagne ou encore l'Autriche. Le constat devient terrifiant et le phénomène ne se limite plus à la Havane. Ce qui a troublé les chercheurs, ce n'est pas seulement la diversité des symptômes, mais c'est leur précision. Beaucoup de victimes décrivent quelque chose qui est assez rare en médecine, c'est l'impression qu'il y a un son qui est localisé dans l'espace, comme si le son avait une direction. Et cela se voit dans les données analysées par le comité scientifique. À Miami, 25 personnes sur 25 ont dit avoir entendu un bruit intense. À la Havane, 28 sur 35. Et en Chine, 12 personnes sur 12. Parmi les 35 cas évalués à la Havane, beaucoup rapportent une pression et une vibration dans la tête. Et la plupart décrivent le phénomène comme directionnel et restreint à une zone précise. Beaucoup étaient des diplomates, des analystes ou encore des officiers de renseignement. On parle de profils qui sont triés sur le volet et capables de gérer des crises internationales. Aujourd'hui encore, des années plus tard, certains peinent à marcher droit dans leur propre salon. Ils vivent avec des migraines écrasantes et des vertiges soudains, mais aussi une sensibilité au bruit et des troubles de la mémoire. Autant de symptômes qui les ont donc arrachés à leur carrière du jour au lendemain. Des agents expérimentés ont été rapatriés en urgence, incapables de mener la moindre mission. Pour beaucoup, la carrière qu'ils avaient mis des années à construire s'est brusquement arrêtée. Et à partir de là, le dossier change d'échelle. En 2021, des responsables et des médias commencent à parler de 200 personnes, puis de 1000 personnes touchées, et ce,
rien qu'au sein du département d'État américain. On n'est plus seulement sur une anomalie médicale ou diplomatique, c'est aussi administratif et politique. Pour chaque cas, il faut vérifier, classer, trier et confirmer. Et au passage, il faut aussi décider de ce qui est un incident explicable, d'un diagnostic préexistant avant ou d'un événement réellement anormal. Et plus le phénomène se diffuse, et plus il nourrit la même question. Mais qu'est-ce que c'est? Encore aujourd'hui, malgré des années d'enquête, des rapports classifiés et des analyses scientifiques, le mystère de la Havane reste entier. Cependant, le gouvernement américain reconnaît désormais officiellement l'existence de ces incidents et la réalité des symptômes. Mais aucune cause définitive n'a été identifiée. Donc, que dit la science quand elle examine ses patients? Pour répondre à cette question, le département d'État américain a fait appel à l'une des institutions scientifiques les plus reconnues dans le monde. Je vous en ai déjà parlé. Cette institution ne dépend ni d'un gouvernement, étranger ou non, ni d'une entreprise privée, ni de services de renseignement. Depuis 150 ans, elle est chargée de conseiller l'État américain sur des sujets les plus sensibles, allant de la sécurité nucléaire à la santé publique. Ce comité est composé essentiellement de scientifiques. On parle de neurologues, de neuropsychologues, de toxicologues, de physiciens spécialisés en ondes électromagnétiques, mais aussi de spécialistes du système vestibulaire, donc ça c'est tout ce qui touche à l'équilibre. Plusieurs de ces membres ont même travaillé pour des traumatismes cérébraux, des troubles auditifs complexes ou des expositions environnementales rares. Leur mission n'était pas de désigner un coupable, mais plutôt de répondre à une question précise. Quel mécanisme biologique connu pourrait, en théorie, produire ce genre de symptômes? Après avoir passé en revue des centaines d'articles scientifiques, de témoignages médicaux et d'examens cliniques, le comité a retenu 4 grandes catégories de mécanismes qui pourraient expliquer ce qui se passe pour le personnel du département d'État américain. Le premier mécanisme est celui dont je vous ai parlé depuis le début, c'est celui qui est jugé le plus probable, c'est l'énergie de radiofréquence dirigée. Comme je le disais tout à l'heure, une radiofréquence est une onde électromagnétique invisible. À forte intensité, on a un échauffement des tissus, ça agit un peu comme un micro-ondes. Comme on l'a vu tout à l'heure, à ces niveaux-là, cela va impacter les tissus et les nerfs et va provoquer des sensations soudaines. On va parler de son, de cliquetis, de pression dans la tête, d'acouphènes et de perte de l'équilibre. Ce qui frappe le comité, c'est la cohérence entre les effets théoriques et les symptômes qu'ont ressentis les diplomates. Mais le comité est clair, et pour établir un lien direct, il faudrait des expériences extrêmement précises. Mesurer la fréquence, la durée, l'angle d'exposition, mais aussi la répétition des impulsions. Or, on est d'accord que mener de telles expériences sur des humains poserait de graves problèmes éthiques évidents. Donc, en l'absence de données directes, il est impossible d'affirmer que les radiofréquences à haute intensité en sont la cause. Seulement qu'elles constituent sur le plan physique le mécanisme le plus cohérent, selon les données des tableaux cliniques. Le deuxième mécanisme exploré est une exposition à des produits chimiques, en particulier des insecticides. À l'époque des premiers incidents, Cuba menait des campagnes massives de lutte contre les moustiques, notamment en réponse à la propagation du virus Zika. Certains chercheurs canadiens ont observé chez les personnes qui ont été touchées par le syndrome de la Havane une diminution de l'activité d'une enzyme qui est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Or, cette enzyme est précisément affectée par certains insecticides. Des analyses ont même montré des traces de ces substances chez certains diplomates canadiens, mais aussi chez des touristes présents à la Havane pour la même période. Le timing interroge. En effet, les premiers cas sont apparus lorsque la période d'épandage a été la plus intense. Toutefois, le comité tempère cette hypothèse. Les symptômes d'intoxication à l'insecticide ne coïncident pas avec les symptômes ressentis par les diplomates. Et il est impossible de déterminer si à cette époque-là, ils auraient pu recevoir des doses assez importantes pour provoquer de tels effets. Le comité a également étudié les maladies infectieuses à Cuba entre 2016 et 2018, notamment la dengue, le chikungunya et le virus Zika. Certaines de ces infections peuvent, dans de très rares cas, entraîner des complications neurologiques, comme des vertiges, des troubles de l'équilibre ou encore des pertes d'audition ou cognitives. Mais ces complications sont statistiquement exceptionnelles. Par exemple, 0,1% des cas infectés au chikungunya développent des troubles neurologiques. Mais même si les troubles neurologiques existent pour ces infections, aucun des patients étudiés
viennent présenter les symptômes les plus communs de ces infections, comme par exemple la fièvre, les éruptions cutanées, ou encore les douleurs articulaires et les conjonctivites. Le comité conclut donc que si une infection a pu, de manière marginale, contribuer à une maladie chronique, elle ne peut pas expliquer un phénomène aussi ciblé, soudain et spatialement localisé. Enfin, le comité a examiné les facteurs psychologiques et sociaux. Je pense qu'on le sait tous, le stress intense peut provoquer des symptômes réels, comme des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la fatigue ou encore des troubles de la concentration. Des troubles du stress post-traumatique peuvent apparaître lorsqu'il y a une menace qui est perçue pour l'intégrité physique. Et dans de très rares cas, des maladies psychogènes collectives ont été documentées dans l'histoire de la médecine. Mais là encore, les données ne collent pas. Le comité n'a trouvé aucune preuve que les patients développent des troubles psychiatriques graves, comme par exemple des hallucinations, qu'elles soient visuelles ou auditives d'ailleurs. Et puis, les maladies psychogènes collectives connues concernent généralement des petits groupes. Et surtout, les symptômes évoluent différemment dans le temps selon les individus. Et ils cessent lorsque la menace est perçue comme bénigne ou résolue. En l'absence de données solides, le comité estime que donner ce diagnostic-là serait hautement spéculatif. Autrement dit, la psychologie peut jouer un rôle secondaire, évidemment, mais elle ne peut pas expliquer à elle seule les événements. En résumé, le comité ne désigne pas un coupable. Mais parmi tous les mécanismes qui ont été envisagés, celui de l'énergie à radiofréquence dirigée reste celui qui est le plus plausible. Évidemment, sans que cela ne constitue une preuve irréfutable. À ce stade, il y a même une autre couche de complexité qui apparaît. Toutes les personnes qui ont entendu un bruit n'ont pas subi le même événement. L'exemple le plus célèbre concerne un enregistrement audio présenté pendant des mois comme une preuve d'attaque acoustique. Une analyse indépendante menée par des biologistes et des acousticiens ont démontré que ce bruit provenait très probablement des grillons des Caraïbes. C'est une espèce locale qui est connue pour produire un son strident. Ce détail a eu l'effet d'une bombe dans le débat public. Pour certains, c'est même devenu un argument pour discréditer l'ensemble du dossier. Pour les scientifiques, au contraire, il illustre le piège dans lequel ce genre d'enquête peut tomber. Quand des événements sont inexpliqués et peuvent faire peur, tout stimulus inhabituel comme un bruit, une vibration, une sensation dans le corps peut être interprété par un individu comme une preuve directe de l'événement déclencheur. En effet, le cerveau humain cherche naturellement une cause immédiate, surtout face à une exposition qui est anxiogène et incomprise. Mais ce cas précis ne signifie pas que les victimes se trompent ou qu'elles inventent. Il montre plutôt que le dossier mélange plusieurs niveaux de réalité. Des symptômes bien documentés et invalidants, des perceptions sensorielles difficiles à interpréter et des événements qui sont environnementaux et sans lien direct avec notre affaire. Une fois tout ça entremêlé, l'ensemble devient presque indéchiffrable. Pour les enquêteurs, c'est un cauchemar méthodologique. Comment éviter deux opposés? D'un côté, tout expliqué par une cause banale, et de l'autre, tout interprété comme une attaque hostile. Puis, en 2024, nouvelle secousse médiatique. Une enquête suggère un lien possible avec une unité de renseignement militaire russe. Ils ont été repérés près de certains lieux où les incidents ont été signalés. Les journalistes parlent alors d'indices, de recoupement, mais évidemment c'est pas une preuve définitive, d'autant plus que Moscou rejette en bloc ces accusations. Mais l'effet est immédiat et le public voit réapparaître la piste de l'attaque étrangère, alors même que des évaluations du renseignement américain maintiennent leur scepticisme. Pour celles et ceux qui ont été touchés, leur vie est réorganisée autour de leurs symptômes. Donc, face à l'impossibilité de déterminer une cause unique et définitive, le comité a opéré un changement de perspective. Plutôt que de rester bloqué sur la question du pourquoi, il a dirigé ses travaux vers une autre urgence, à savoir comment soigner, accompagner et réadapter les patients qui présentent des affections neurologiques persistantes. Car l'absence de cause clairement identifiée complique évidemment la prise en charge médicale. Le comité s'est donc penché sur la réadaptation neurologique. L'idée, c'est de réduire les troubles de l'équilibre, la fatigue et les difficultés de concentration. Donc ce n'est pas une guérison au sens strict du terme. C'est plutôt une amélioration fonctionnelle suffisante pour reprendre une partie de ses activités ou du moins une vie quotidienne plutôt stable. À leurs symptômes physiques se rajoute une autre dimension. En effet, lorsque la souffrance physique dure, des complications psychologiques peuvent apparaître, comme la dépression, l'anxiété chronique ou encore le stress post-traumatique. C'est pas une
cause des symptômes, mais c'est une conséquence. En gros, plus l'intervention est rapide et plus les chances de récupération sont élevées. A l'inverse, des délais prolongés, des environnements peu soutenants ou encore des attentes de guérison totale par l'individu peuvent aggraver l'évolution des symptômes. Au-delà de la médecine pure, le comité souligne que les employés du département d'État occupent des fonctions essentielles et sont par nature exposés à des menaces inhabituelles. En gros, leur santé et leur bien-être, c'est pas seulement de la gestion administrative, c'est aussi un impératif d'État. Et que le département d'État a une obligation morale et éthique envers son personnel qui est déployé à l'étranger, même si les causes exactes de la maladie sont pour l'instant inexpliquées. Le comité précise aussi que l'objectif n'est pas seulement de répondre aux événements passés, mais aussi d'anticiper les menaces futures. D'ailleurs, en septembre 2024, le Canada va publier un rapport. Dans celui-ci, on va faire état des mesures qui ont été prises, mais aussi du niveau de connaissance à ce moment-là. En effet, 14 diplomates canadiens et leurs familles ont été touchés à Cuba. Ces 14 familles ont lancé en 2019 une action de justice collective contre leur gouvernement, l'accusant de ne pas les avoir protégés et ne pas avoir fourni les soins nécessaires. Face à la pression politique et humaine, une réponse arrive enfin. En octobre 2021, le président américain signe la loi connue sous le nom de Havana Act, qui autorise les compensations financières pour certains personnels et leurs familles. Mais pour ça, il faut avoir des blessures qualifiantes, c'est-à-dire des lésions cérébrales visibles. Même si ces symptômes ne touchent qu'une seule personne, c'est souvent toute une famille qui est brisée. Comme beaucoup de maladies chroniques, les familles, elles aussi, ont été frappées de plein fouet. Certains conjoints se sont retrouvés du jour au lendemain proches aidants, brisant ainsi certains couples. À cela s'ajoute un autre aspect dont on n'a pas parlé. Certains enfants ont été victimes. Certaines familles diplomatiques rapportent que leurs enfants ont aussi eu des vertiges, des troubles du sommeil et des migraines pendant des mois. Face au gouvernement et au corps médical, beaucoup ont choisi de s'unir. Des groupes se sont formés, anciens diplomates, agents du renseignement, conjoints et même enfants. Tous partagent leur histoire, comparent leurs symptômes, se soutiennent mutuellement et surtout, ils militent. Ils refusent que leur douleur soit classée comme inexpliquée. Ils veulent la vérité et des responsabilités. Certains participent à des audiences au Congrès, d'autres témoignent anonymement dans la presse. D'autres encore mènent eux-mêmes leurs propres recherches. Pour eux, ce combat est devenu une nécessité. Une quête de justice bien sûr, mais aussi un moyen pour que d'autres personnes ne subissent pas la même chose. Donc, tant que l'énigme n'est pas résolue, leur lutte continue. C'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.